j'ai mentionné les avancements thérapeutiques. Maintenant, on analyse les comportements. Qu'est-ce que la personne fait? On sait que quand je fais de l'évitement, mes peurs se renforcent. Si je reste là, c'est sûr que mes peurs, si je ne lutte pas contre mes anxiétés, ils vont diminuer. La dépression, souvent, c'est empiré par la façon ou c'est affecté par la façon qu'on voit des choses. Deux élèves qui ont la même note, les deux qui sont excellents, les tops de la classe. Si ni un ni l'autre réussit une réponse à une question, celle qui a confiance en elle-même va dire « Oh, question difficile ». Celle qui manque de confiance va dire « Oh, je suis tellement stupide ». Imaginez que la deuxième question, ils l'ont les deux. Celle qui a confiance, yes. Celle qui manque de confiance, ouf, j'étais chanceuse. Vous voyez dans cet exemple ce qu'on appelle le style d'attribution. À quoi on attribue les succès et les échecs? Quelqu'un avec une croyance positive blâme l'extérieur pour les échecs et prend le crédit pour les succès. L'autre personne qui manque de confiance va toujours attribuer les succès aux facteurs externes, la chance, c'était une question facile, etc. Et tous les échecs, c'est à cause de moi. Et ça, c'est les tendances, des préjugés qu'on peut avoir envers nous-mêmes qui nourrit la dépression. Donc maintenant, on comprend ça, puis on adresse ça directement. Nous avons un circuit d'alarme d'anxiété ou de stress qu'on a tous. Quand il y a un lion devant moi, je me stresse. Donc j'ai un circuit qui s'appelle le HPA axis, hypothalamique, pituitaire, adrénaline, pas importante. Mais c'est comme l'alarme qui sonne. Et il y a aussi des freins. On est stressé, mais on se calme après. Il y a une autre partie du système nerveux qui nous calme après. On a découvert que pour les femmes qui étaient abusées dans leur jeunesse, les gènes qui normalement s'allument pour agir comme des freins, pour déstresser la personne, ne s'allument pas. C'est-à-dire que l'abus affecte la façon que les gènes agissent sur le stress. Il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres, des gens qui réagissent comme ça, des gens qui réagissent comme ça, mais il y a aussi des gens qui réagissent et se calment rapidement et des gens qui ne se calment pas. Donc, on sait que certaines expériences dans notre enfance affectent ça. Et pour cette raison que souvent les gens qui sont victimes vont se couper, ils vont boire, ils vont consommer pour essayer de se briser de cette alarme qui leur dérange. Tout ça pour dire qu'on découvre graduellement qu'il y a des effets de l'expérience sur le cerveau. Et on découvre aussi, par exemple, que la schizophrénie n'est probablement pas une maladie. Déjà, on croit qu'il y a des différentes catégories, mais probablement c'est un groupe de maladies. Comme le cancer, ce n'est pas une maladie, c'est des différents types de maladies. Et au niveau génétique, il y a peut-être à peu près 7 qu'on spécule. Peut-être le docteur peut me corriger là-dedans. Maintenant, il y en a plus encore. Donc, ça fait quelques années que j'ai... Donc, c'est clair qu'il y a pas presque 2 patients qui sont pareils. Donc, il y a quelque chose qui arrive, mais heureusement, on est maintenant capable de commencer à mesurer ça et découvrir ça. Donc, c'est là qu'on est rendu. Et dans cet esprit-là, je vais vous parler d'une diapositive très importante parce que il y a à peu près une quinzaine d'années, quand on regardait le nombre de dollars dépensés sur chaque patient qui souffrait de schizophrénie, c'était 25 dollars, je pense, 29 dollars. Pour chaque patient qui souffre de la schizophrénie, chaque patient qui souffrait de sida, il y avait plus que 2100 dollars en termes de budget de recherche. Et clairement, on a découvert presque, si j'ai le VIH, je vais peut-être vivre jusqu'à temps que je suis très vieux. Et ça, c'est à travers une vingtaine d'années de recherche qu'on a découvert ça. Malheureusement, la schizophrénie, on n'est pas rendu là. Le taux de suicide en passant
pour quelqu'un qui souffre de cette maladie est entre 50 et 100 fois plus élevé que la population normale. Combien de vies sont affectées par un suicide? Alors, ça, c'est une diapositive intéressante. Pour chaque patient avec la dystrophie musculaire, il y en a 60 qui souffrent de schizophrénie. Et il y a des télétons pour ça. Chaque personne avec le diabète juvénile, il y en a 6. Sclérose en plaques, il y en a 5 fois plus, etc., etc. Combien de fois vous avez marché pour la santé mentale? Vous avez fait des dons. On fait tous des dons pour Alzheimer's, tout le reste. Et c'est pas quelque chose de très facile à lever des fonds. Si un jeune qui perd ses cheveux, qui est malade, ou notre proche, on a toujours été attaché à eux, on les aime beaucoup, ils sont malades, ils font de la démence, on veut aider, on veut aider. Quelqu'un qui, à partir de 16, 17, 18 ans, se distance des autres, qui accuse les autres de les faire des choses qui se lavent pas, pauvres, hygiène, etc. On a tous la tendance de dire ça. Et c'est rare que ça va venir chercher le même argent. Et c'est l'argent, la recherche qui va avancer ces connaissances, qui va traiter ça. Donc, pour l'avenir, quelques prédictions. Je pense que les avancements de neurosciences vont créer moins de diagnostics éventuellement. Parce que maintenant, on est rendu à presque avoir un diagnostic pour n'importe qui dans cette salle, si on veut. Okay? La schizophrénie serait comprise comme une manifestation de plusieurs différentes maladies neurologiques. Je dirais la même chose pour la maladie bipolaire. En passant, les gens me disent constamment « je suis bipolaire ». Non, vous n'êtes pas bipolaire. C'est quand même une maladie assez rare. Les gens présument que si vous êtes volubile, vous avez des émotions tout le temps, que vous êtes bipolaire. Non, vous êtes simplement volubile. Vous avez Mais quelqu'un bipolaire, il passe des périodes de dépression sans vraiment avoir une raison claire et des périodes de manie importantes aussi qui durent une période de temps. Les interventions génétiques élimineront les maladies psychotiques. J'espère. Mais j'ai confiance que ça, c'est quelque chose, c'est clairement la neuroscience. Et la neuroscience avance maintenant avec les connaissances génétiques. Donc, pour moi, c'est une question de temps. Peut-être ça va être longtemps, je ne sais pas. Mais il me semble assez clair qu'on va au moins pouvoir aider les gens. Par contre, il y a quelques d'autres prédictions sur la dernière diapositive. Okay? La psychothérapie, j'espère que le pourcentage d'art versus la science va diminuer, parce que c'est clair que c'est un art. Il y a beaucoup d'effets interpersonnels quand je fais la thérapie. Et les connaissances, je me base sur les connaissances, mais il y a tant de connaissances. Le reste, c'est aussi mon expérience, l'expérience des autres clients, c'est mon style, etc. Alors, si je vous envoie un orthopédiste pour une opération de genou, la science est tellement avancée que vous devrez probablement être traité à peu près de la même façon de tous les médecins. Par contre, si je vous envoie voir un psychologue, l'expérience est très variable. Alors, j'espère qu'avec le temps, l'expérience va être plus homogène parce qu'on a plus de connaissances. La nature humaine continuera de produire les troubles de personnalité, malheureusement, la dépression, l'anxiété, les conflits interpersonnels et ultimement les agressions, l'intolérance et les guerres atroces. Donc, je vais terminer avec un petit discours plus politique. C'est important de comprendre l'être humain. Oui, on a parlé de biologie, mais il y a aussi attitude, il y a aussi croyances, il y a aussi des préjugés qu'on développe. Pourquoi on a ça? On a ça pour une raison simple. On a évolué dans un monde naturel. J'ai besoin de manger et de ne pas être mangé, n'est-ce pas? Alors, j'ai peur de tous les dangers. J'ai des instincts d'anxiété envers les hauteurs, les espaces fermés, parce que je peux être
mangé par un prédateur dans une caverne. Sauf que je suis dans un ascenseur en 2019, il n'y a pas de lion qui va venir me chasser. Ce qui est naturel, c'est de fuir l'anxiété. On est fait pour ça. Mais des fois, on se trouve que des circonstances ont changé, et si j'écoute cette émotion-là, j'arrête de fonctionner. Dans ce cas-là, je ne devrais pas écouter mon émotion. Mais je dois non seulement ne pas être mangé, mais j'ai besoin aussi, comme espèce, de continuer à se reproduire. Donc, j'ai besoin d'avoir des enfants, de les aimer, d'être accepté par mon groupe. Si je manque de nourriture, les autres vont me nourrir. Il y a d'autres tribus qui vont venir chercher notre manger, donc il faut avoir peur des autres. Cette peur des autres faisait du sens il y a quelques siècles, ne fait plus de sens aujourd'hui. Mais la tendance naturelle de se protéger et de voir les autres comme les autres, cette tendance de penser de groupe contribue à toutes les atrocités du 20e siècle. C'est la nature humaine qui a créé ça. Mais c'est la même chose qui crée la stigmatisation envers les autres. Quand on voit un groupe, on voit un groupe. Quand on voit un individu, on voit l'individu. Donc, je voulais terminer là-dessus parce que, en effet, la santé mentale est une combinaison de physique, mais est aussi influencée par nos expériences, par nos attitudes, envers les autres, envers les gens malades, mais envers aussi les gens qui sont différents que nous. Donc, c'est tout. Merci. Si vous voulez de l'aide, il y a plein de portes d'entrée. Il y a une gamme de services. Ça peut commencer en parlant à votre proche, à votre voisin, à votre collègue de travail. N'oubliez pas que c'est un aspect important de ne pas se sentir tout seul. Relié à ça, il y a des groupes communautaires comme Phobie Zéro et d'autres qui encouragent les gens de partager. Et l'élément le plus important là-dedans, c'est de comprendre que, mon Dieu, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Et c'est une place de soutien, de compréhension, de l'information. Ils organisent des conférences, etc. C'est clair que si vous avez besoin de plus, le CLSC, c'est la porte d'entrée de tous les services publics. Le médecin de famille va souvent vous aider à écouter. N'ayez pas peur de ça. Le médecin va peut-être offrir des médicaments, mais ce n'est pas le seul traitement qu'ils vont vous offrir. Ils vont des fois avoir des liens vers d'autres personnes. Ils vont recommander des gens. Donc, la porte d'entrée, souvent, pour tous les services de santé mentale, c'est le médecin de famille ou le CLSC, programme d'aide aux employés. Les universités ont souvent des cliniques. Il y en a une à l'UQAM qui s'appelle le Centre de services psychologiques. C'est 10 $. Il y a une autre clinique à Concordia. Et évidemment, il y a des bureaux de spécialistes. L'ordre des psychologues, vous pouvez aussi aller chercher dans votre région si vous voulez consulter un psychothérapeute ou un psychologue. Tout d'abord, merci d'être présent. C'est vraiment apprécié que vous vous intéressiez à ce sujet-là. Donc là, moi, je suis ici pour faire un peu un témoignage de mon parcours, parce que je veux signifier qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a de l'espoir, puis moi, je m'en suis sortie, puis je veux un peu raconter comment je m'en suis sortie. Donc, moi, je suis née à Montréal. Mes parents sont d'origine haïtienne. J'ai 26 ans et je suis née d'une famille de 5 enfants. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu des difficultés principalement dans mon enfance et mon adolescence. Aujourd'hui, ça fait environ 8-9 ans que je vais mieux, que je me porte mieux. Mais ça n'a pas été facile quand j'étais plus jeune. Mais j'ai su trouver une façon de tourner ces expériences-là en force et en atout aujourd'hui. Donc, moi, dans la vie, je suis travailleuse sociale de formation. Donc, comme elle a dit, ça, je termine ma maîtrise, puis je commence un doctorat à l'automne en travail social à l'Université d'Ottawa. Et moi, les difficultés que j'ai vécues quand j'étais plus jeune, ça a été beaucoup d'intimidation au milieu scolaire. Donc, j'avais des filles qui racontaient des rumeurs sur moi, qui essayaient de retourner les gens contre moi. Il y a eu des incidents où on m'a poussé, on m'a bousculé physiquement. Et donc, j'ai vécu une intimidation au milieu scolaire. J'ai vécu du racisme aussi à l'école. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans. Donc, les années qui ont précédé leur séparation ont été difficiles pour moi et ma famille.
J'ai vécu des déceptions amoureuses comme beaucoup de jeunes en vivent. Mais tout ça faisait que quand je vivais ça à 11, 12 ou 13 ans, ça faisait en sorte que je n'étais ni bien à l'école et ni bien à la maison. Donc, j'avais pas d'espace où je me sentais bien. Et donc, très rapidement, vers la fin du primaire, début secondaire, j'avais déjà des pensées suicidaires. J'avais 12 ans, 13 ans, ce qui est très jeune. J'ai jamais fait de tentative, mais j'exprimais que je voulais mourir, que je voulais plus vivre. Mais en fait, ce que je voulais, c'est arrêter de souffrir. Et donc, quand je suis entrée au secondaire, au début du secondaire, on m'a forcé à voir la psychologue de l'école parce que les gens étaient inquiets puis ils voyaient que j'allais pas bien. Puis la psychologue de l'école, elle avait quand même un soupçon que j'étais en dépression. Ça avait l'air assez sérieux pour elle pour que je sois en dépression. Donc, elle m'a invitée à aller avec ma mère, aller voir mon médecin de famille. Puis pour mentionner aussi, comme j'avais moins de 14 ans à l'époque, mes parents ont été informés de la situation. Parce qu'à partir de 14 ans, c'est confidentiel quand un jeune doit avoir un professionnel, mais là, c'était pas le cas. Je me rappelle que mon père était un peu comme c'est quoi ça une dépression, ça, tu sais, comme un peu ça existe pas. Ça a été plus ça la réaction. Ma mère, elle m'a quand même amené voir le médecin de famille, puis tout ce que je me rappelle de la conversation, c'est qu'il a dit que j'étais trop jeune pour avoir des vrais problèmes. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 26 ans, puis je me rappelle de cette phrase-là. Et donc, ça n'a pas été super, parce que ça a été vu comme si c'était un caprice pour attirer l'attention, comme ça a été dit plus tôt, quelque chose qui était juste pour attirer l'attention, parce que c'était pas le cas, j'allais vraiment pas bien, puis j'avais des raisons légitimes de ne pas aller bien. Donc, après cette situation-là, j'ai quand même continué à voir la psychologue de l'école, et j'ai réalisé que ça me faisait du bien de parler. Donc, au début, je voulais pas lui parler, mais j'ai réalisé que ça me faisait du bien de parler, que j'avais besoin de parler. Puis je me souviens aussi que ma mère, elle se demandait pourquoi je me confiais à un inconnu plutôt qu'à elle. Puis je sais qu'au début, elle avait trouvé ça difficile, mais après, quand elle a vu que ça m'aidait, elle a comme lâché prise là-dessus, puis elle a dit, OK, c'est comme ça lui fait du bien, fait que tant qu'elle parle à quelqu'un, ça lui fait du bien, donc c'est une bonne chose. Des choses qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont comme un peu, qui ont été comme des facteurs de protection. Donc le fait que j'étais bonne à l'école, que j'aimais aller à l'école, outre l'intimidation que je vivais, mais le fait d'apprendre, c'est quelque chose qui me motivait beaucoup. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai toujours eu des enseignants qui ont cru en moi. Et ça a été vraiment ce qui m'a sauvée en quelque sorte. Les profs que j'avais de la maternelle jusqu'à l'université ont toujours cru en moi et ils me l'ont toujours reflété. Ils ont toujours vu quelque chose en moi que moi je ne voyais pas en moi-même à l'époque. Et c'est ça qui m'a sauvée. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça être professeur à l'université ou au cégep pour être un peu, pas pour être la thérapeute de mes étudiants ou quoi que ce soit de la sorte, mais vraiment pour être un peu un modèle puis être la personne dont j'ai eu besoin quand j'étais plus jeune pour d'autres. Et donc, ces enseignants-là, ces adultes significatifs-là, ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais une plus grande facilité à entrer en relation avec des adultes qu'avec des personnes de mon âge quand j'étais plus jeune. Puis un autre aspect qui m'a aidé beaucoup, c'est que quand j'étais au secondaire, j'étais en programme d'éducation internationale. Et dans ce programme-là, on doit faire du bénévolat de manière obligatoire. Et donc, vers 12 ans, secondaire 1, je commence à faire du bénévolat et j'ai commencé à prendre goût à ça. Et j'ai 26 ans aujourd'hui, puis j'en fais encore. Et ça, c'est un autre aspect qui m'a vraiment énormément aidé, l'engagement communautaire, l'engagement social. Le fait de m'être engagée dans les causes qui me touchaient, comme je disais tantôt, j'étais très préoccupée par ce qui se passait dans le monde, puis la société et tout ça. C'est quelque chose qui faisait du sens pour moi. Puis je rencontrais d'autres jeunes ou d'autres adultes qui s'intéressaient à ces enjeux-là de société plus grands que soi-même. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, j'ai été impliquée notamment avec Amnesty International. Mais ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que quand j'ai terminé le secondaire à 17 ans, je suis allée au cégep en intervention en délinquance parce que je voulais aller en relation d'aide, aider les gens. C'était comme une continuation logique de mon implication bénévole à l'époque. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à aller mieux. Donc, vers 17-18 ans, j'ai vraiment adoré mes années au cégep. Ça a été parmi les plus belles années de ma vie. J'ai trouvé un sens à ce que j'avais vécu à travers ce programme-là, à travers les relations que j'ai bâties avec les gens dans ce programme-là. J'ai trouvé ma place. J'ai senti que j'avais trouvé ma place. Pour une fois dans ma vie, j'avais trouvé ma place. Puis encore, j'ai encore ce sentiment-là aujourd'hui que j'ai trouvé ma place en travail social, en relation d'aide. Et donc, c'est quelque chose qui... Mes études ont été un peu le socle sur lequel tout a reposé. Et c'est ça ça m'a sauvée. Pour faire court, ça m'a sauvée. Parce que j'avais une vision de où est-ce que je voulais être dans ma vie, puis c'est ça qui m'a aidée. Outre le fait, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, bon, ça va pas bien maintenant, j'aime pas ma vie maintenant, mais je me disais, quand je vais être plus vieille, quand je vais être plus grande, je vais faire ce que je veux, puis il y a personne qui va se mettre en travers de mon chemin. Puis c'est un peu comme ça que je vis ma vie aujourd'hui. Je suis pas une personne qui a des regrets. Je regarde pas en arrière en me disant, oh mon Dieu,
Ce que j'ai vécu, ça fait qui je suis aujourd'hui, et je l'accepte et je l'assume. Et c'est pour ça qu'en 2015, j'ai décidé de commencer à partager mon histoire publiquement. Et donc, comment ça s'est déroulé? En fait, quand j'ai eu mon diagnostic en santé mentale à 17-18 ans, je savais que j'allais en parler un jour publiquement, mais je savais pas comment, sous quelle forme, ni à quel moment. Mais en 2015, j'avais 22 ans à cette époque-là et il y avait un appel de candidature pour les conférences TEDx à Québec. Et donc, les conférences TEDx, c'est des conférences qu'il y a un peu partout dans le monde, des conférences dans toutes sortes de thématiques. Moi, dans mes cours à l'université et au cégep, on écoutait des conférences TEDx pour nous informer sur une thématique ou un sujet. Puis je me rappelle qu'à cette époque-là, je me disais, bon, un jour, j'en ferai une, mais c'était comme lointain, c'était abstrait dans ma tête. Et donc, en 2015, il y avait l'appel de candidature. Et donc, j'ai postulé sur un coup de tête. Il restait quelques jours, je pense, avant la date limite. Et à ma grande surprise, ils m'ont rappelé pour l'audition, ce qui m'a vraiment surpris. Et ça m'a tellement surpris que quand ils m'ont rappelé pour l'audition, j'ai failli laisser tomber, en fait, parce que je me disais, je suis qui pour faire des conférences? J'ai jamais fait de conférence, j'ai juste 22 ans, qu'est-ce que j'irai raconter là? Et c'est quelqu'un qui m'a dit, si tu le fais pas, tu te sabotes toi-même et tu t'empêches d'avancer. J'ai dit, ok, ça fait du sens. Fait que j'ai été faire l'audition 3 minutes et j'ai été choisie. À ma grande surprise, donc ils m'ont pris. Donc en décembre 2015, j'ai fait la conférence qui s'appelle Le rétablissement en santé mentale, c'est possible. Elle est sur YouTube. Et à tous les jours, à toutes les semaines, il y a des gens qui me parlent de cette conférence-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plus d'une trentaine de conférences depuis cette conférence-là que j'ai fait à TEDx Québec. Et j'ai jamais regretté d'avoir pris la parole publiquement sur cet enjeu-là. Je pense que c'est important d'en parler, surtout dans nos communautés où c'est tabou, où c'est vu comme quelque chose de négatif. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que oui, il y a des choses très difficiles qui sont associées avec la santé mentale, mais il y a de l'espoir, on peut se rebâtir, on peut même en faire une force. Moi, en raison de ce que j'ai vécu, j'ai une meilleure connaissance de moi-même, je suis consciente de mes limites. Quand je suis pas confortable dans une situation, je reste pas là, parce que je sais que c'est pas acquis cet équilibre-là que j'ai retrouvé, je sais que je peux le reperdre, puis que même il va y avoir d'autres épreuves dans ma vie dans le futur, je sais que c'est pas acquis, donc je fais attention, puis je me préserve. Je me connais bien, comme je vous le disais, puis je m'assume. Tu sais, je vis pas ma vie en me disant, tu sais, je veux pas me réveiller à 80 ans en me disant, ok, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Quand tu as été vraiment malade, puis t'as vraiment pas été bien, puis que tu retrouves une certaine forme d'équilibre dans ta vie, on dirait que moi, en tout cas, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que je vis vraiment chaque jour comme si c'était le dernier. Et que si je devais mourir demain matin pour X raison, parce que pour un accident d'auto ou whatever, je sais que ma vie, je l'ai vécue à mon image. Puis ça, je suis vraiment fière de pouvoir dire ça à 26 ans, parce que je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui peut dire ça de leur vie en général. J'ai fait beaucoup d'entrevues dans les médias aussi pour parler de cet enjeu-là. J'ai écrit une lettre ouverte dans Le Devoir, par exemple, où j'ai été à Radio-Canada, à Canal Vie, etc. Puis au début, avant de faire mes conférences, je dois vous avouer, j'avais peur quand même de la réaction des gens. Dr Zakia parlait de stigmatisation, puis c'est un enjeu qui est réel. Il y a des gens qui perdent leur emploi à cause qu'ils parlent de santé mentale, qui sont stigmatisés, qui se font rejeter, etc. C'était quand même une crainte que j'avais, puis ma famille avait cette crainte-là aussi. Quand j'ai commencé à dire à ma famille que je voulais faire des conférences, au début, mon père était comme, ben, ça va être difficile, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Mais je savais pourquoi je voulais le faire, pourquoi c'était important pour moi de le faire, et donc j'ai écouté mon cœur, puis j'ai jamais regretté d'avoir écouté mon cœur, en fait. Et donc, c'est sûr qu'il y a quand même des enjeux et des défis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de l'espoir. Et généralement, la réaction que j'ai quand je parle de mon histoire, les gens viennent me voir et ils me disent « Ok, moi aussi, j'ai vécu ça. » Ça a été ça la réaction. Depuis 2015, j'ai pas vu de réaction négative tant que ça. Même que je me sens plus proche des gens parce que j'étais tannée de me cacher, en quelque sorte. J'ai quand même, les gens ont une image quand même de moi, de fille qui a réussi, etc., mais j'ai vécu des difficultés. Puis le fait de nommer ces difficultés-là, on dirait que ça crée le fait qu'on est tous des humains, qu'on vit tous des difficultés, puis qu'on est humain, puis on doit s'accompagner puis se soutenir là-dedans. Et donc, c'est ça. Donc, moi, la réaction que j'ai jusqu'à maintenant, c'est juste, ben, moi aussi, où je connais quelqu'un, merci d'en parler. Donc, c'était ça la réaction jusqu'à maintenant. Au niveau de l'ordre des travailleurs sociaux aussi, j'avais beaucoup peur. Est-ce qu'ils vont me dire que je suis pas professionnelle parce que je parle de ma vie personnelle en public, mais ils me supportent. Ils m'ont donné un prix en 2018, donc je pense que ça va. Mais c'est ça. Il faut montrer qu'il y a de l'espoir, puis qu'on peut s'en sortir, puis qu'on peut se remettre sur pied. Qu'est-ce que je dirais d'autre?
Oui, en 2017, j'ai fait aussi partie au niveau canadien, il y a eu une campagne. Enfin, chaque année, ils font une campagne. Ils choisissent 5 personnes à travers le Canada pour être des visages de la santé mentale. Puis en 2017, j'ai été choisie pour ça. Donc, j'ai été au fédéral, j'ai été à Ottawa, j'ai parlé avec des élus de cet enjeu-là. C'est une autre chose que j'ai faite aussi. C'est sûr que c'est à plus grand déploiement, donc ça peut amener une certaine forme d'anxiété ou de stress. Mais encore une fois, je savais pourquoi je le faisais. J'étais vraiment, c'est quelque chose que je voulais faire, que je tenais à faire, et donc les gens des fois me demandent est-ce que tu dors pas parce que tu t'es beaucoup impliqué, tu fais beaucoup de choses. Mais pour moi, le fait de faire des choses en écoutant mon cœur, c'est une façon de prendre soin de moi. Et donc je ne le vois pas comme si c'est quelque chose qui est lourd ou qui est difficile. C'est le contraire serait plus difficile. Si j'aurais à me cacher puis à faire semblant de quelqu'un que je suis pas, ce serait beaucoup plus difficile pour moi à tous les jours. Il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez ce chant? Christophe Maé. Je l'aime ce chant. Il est juste ici le bonheur, n'est-ce pas? On pensait que le bonheur c'était à l'extérieur de nous, mais le bonheur c'est ici. C'est Christ en nous. C'est la joie qu'on dégage nous-mêmes. Mais non, mais moi j'avais pas compris ça. Je pensais que c'était mon mari qui allait m'apporter le bonheur. Grosse déception, n'est-ce pas? Quelques années, peut-être 2 ans, lorsque j'ai planifié mettre fin à mes jours, je me rappelle, j'étais dans ma fenêtre, puis je regardais l'hiver, je me disais, c'est fini, c'est la dernière fois. Et je suis tombée enceinte. Des fois, Dieu nous prend dans un piège, hein, n'est-ce pas? Il y a des choses qui arrivent, on ne sait juste pas pourquoi. C'était là qu'il fallait que je tombe enceinte. Yo, tu sais. Fait que finalement, il y a une chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas me permettre de mettre un enfant au monde et de m'enlever la vie. Parce que moi, personnellement, ma mère n'était pas là. Et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais laisser un enfant avec une belle-mère. Donc, d'un côté, j'avais mon mal-être et de l'autre côté, j'avais ma raison de vivre. Quelques années après 3 ans, on a décidé d'avoir d'autres enfants et on n'a pas réussi. Donc, c'était une série de fausses couches qui commençait. Pour moi, j'étais la femme forte. Tout le monde disait, Marjorie, elle est toujours de bonne humeur, elle est forte, elle peut tout. Mais personne ne savait la douleur que j'avais. Et quand j'avais une fausse couche, les médecins disaient, mais non, tu peux aller travailler, c'est pas une maladie. Donc, 24 heures après, j'étais de retour au travail. Donc, rendu au 5e fausse couche, il y a une amie qui m'a dit, je pense que tu vas pas bien. Je suis comme, mais comment on sait qu'on va pas bien? C'est parce que tu pleures tout le temps. Je suis comme, ah, ok, je vais pas bien, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, mais va voir ton médecin. Je vais voir mon médecin, il me met en arrêt de travail, dépression. Ok, mais c'est quoi une dépression? Qui peut me dire c'est quoi? Qui peut me dire comment ça se fait que je me sens mal? Qui peut m'expliquer? Donc, mon mari, le courageux, lui a décidé d'aller faire un cours en relation d'aide pour essayer de me comprendre. Mais je peux vous dire, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de femme là. C'est Dieu qui a fait qu'il est resté parce que j'étais pas une femme. J'étais, je sais pas moi, c'était des pleurs, c'était de la colère, c'était de l'incompréhension, c'était toutes ces émotions négatives-là que je vivais. Mais là où ce que Dieu m'avait tendu un piège, c'est que ma fille était là. Alors, le matin, j'avais le courage de me lever pour lui faire un sourire, préparer son déjeuner. Puis elle revenait dîner à midi. Fait que quand elle partait, j'allais me coucher. Je me levais à 11h30 quand elle arrivait, avec un sourire. Et elle repartait, j'allais encore me coucher, jusqu'à 3h30. C'était ça mes journées. Le seul courage que j'avais, c'était quand elle était là. Et ça a duré 2 épisodes de 2 ans et demi. Donc, on a fait la psychothérapie, j'ai fait la psychothérapie, j'ai compris. Mais il y a quelqu'un, je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça, mais moi, personnellement, dans ce cheminement-là, j'étais en colère contre Dieu. OK? Je sais que Dieu n'a rien à voir dans ça. Premièrement, tu essayes d'en parler, tu es jugé. Moi, les commentaires que j'ai reçus, tu es possédée, ma grande. OK, mais fais quelque chose, dépossède-moi. Y a-tu quelqu'un? Fait que j'ai été dans la possession, j'ai été aussi dans c'est parce que tu pries pas, c'est parce que tu n'as pas de foi, c'est parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Il y en a ras le pompon d'entendre ces commentaires-là, non? Puis là, je me dis, mais ok, mais oui, je suis prête à accepter tout ça, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer au moins ce qui m'arrive? Oui, je vais voir la psy, oui, je me gave de pilules, oui, j'ai tout fait ce qu'il fallait, ok? Mais dans tout ça, à qui je m'adresse? Personne ne comprend. Donc, tu avales ta pilule de honte,
puis tu essayes de faire ça semblant. La seule place que je ne faisais plus semblant, parce que j'en avais vraiment, je trouvais ça trop difficile, à l'église, je faisais pas semblant. J'arrivais en colère à l'église, puis je m'assoyais. Puis je me rappelle, il y a une fille qui dirigeait, qui disait tu me déranges quand t'es là. Je dis, ah bon? Comment je te dérange? Elle dit, parce que tu as un visage menaçant. Ben, c'est ce que je vis, ma grande. Tu veux que je fasse ça semblant? Fait que à chaque fois, pour les fois que j'y allais, c'est ce que je faisais. Mais vous savez quoi? Pendant toutes ces années, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu quelqu'un dans ce temps-là qui a même pu me dire, qui a compris ce que c'était. Et je me rappelle, j'avais une amie à l'époque qui me disait, elle osait péter ma bulle. Elle comprenait pas ce que je vivais. Mais quand je sortais de chez le psychologue, c'était une femme en passant, la psychologue. Elle était vraiment extraordinaire. Elle était chrétienne, donc elle pouvait m'emmener dans ce chemin-là. Quand je sortais de chez la psy, elle venait chez moi. Donc très souvent, elle venait me voir. Des fois, je fermais la porte, je dis, va-t'en, je veux pas te voir. En tout cas, mais j'étais vraiment pas quelqu'un. J'étais pas quelqu'un, c'est vrai. À l'époque, je ne l'étais pas. Puis je me rappelle mes petits-neveux et nièces qui venaient tout le temps à la maison. Et dernièrement, je suis tombée sur une photo de cette époque. Et ma nièce, qui a maintenant dans les 20 ans, elle me regarde, elle fait « ouais ». Elle fait « mais t'avais l'air tellement sévère, puis tu nous chicanais tout le temps, puis t'étais pas gentille avec nous. » Mais je me suis tellement sentie mal. On s'en rend pas compte de ces choses-là. On s'en rend pas compte. Et en plus, je faisais beaucoup d'efforts quand ils étaient là. Imaginez-vous, hein, je faisais des efforts quand ils étaient là. Donc, pour faire une histoire courte, c'est que ma copine, elle est venue une fois, elle m'a dit, je comprends pas ce que tu vis. Elle dit, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me faire comprendre ce que tu vis. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai tellement eu mal, j'ai pu ressentir ta douleur. Et c'était la seule personne que je pouvais m'asseoir, que je pouvais lui parler, que je pouvais lui dire, parce que je savais, mais je savais qu'elle comprenait ce que je vivais. Sur combien de personnes que je connais? Sur combien de gens à l'église? Il y en avait juste une qui avait pris la peine. Alors je souhaite qu'aujourd'hui, vous qui sommes ici, que vous serez cette personne qui prendra le temps d'écouter quelqu'un ou de la comprendre. La PNL est arrivée qui a vraiment été dans tout ce qui est reprogrammation, transformation de mon état intérieur, de certains aspects de ma personnalité. Donc, ça a vraiment changé. Donc, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, que la dépression est finie pour moi. Dans le sens que je me connais et je connais le schéma. Je connais le chemin qui m'emmène à la dépression et je connais celui qui m'emmène à la vie. OK? Le Seigneur a dit qu'il a un projet de vie pour nous, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Et cette journée, j'ai choisi la vie. Et que je vous le dis, si vous êtes ici, vous connaissez quelqu'un, que vous vivez cette situation, sachez que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas... Non, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont réelles. Et je me suis quand même amusée à aller voir un petit peu plus loin. Je me dis un peu plus proche de nous. Vous allez me dire, oh, Élie, ça fait des années, là, gars. Job et compagnie. Bon. Je me suis dit, tiens, comment ça se passe pour les pasteurs? L'onction n'épargne pas la maladie mentale. Vous m'entendez? L'onction n'épargne pas la maladie mentale. D'après une étude réalisée par Francis A. Schaeffer de l'Institute of Church Leadership Development, 70% des pasteurs luttent contre la dépression. 71% se sentent proches d'un burn-out. 70% estiment n'ont pas d'amis proches. 90% déclarent se sentir fréquemment fatigués. C'est la réalité. Et puis ça, c'est ceux qui parlent. Hein? C'est ceux qui osent le dire. Au Brésil, en 2017, au mois de décembre, 3 suicides chez les pasteurs. En un mois. Et ils ne se sont pas tous liés à l'infidélité. C'est vrai qu'il y en a qui enlèvent leur vie suite à l'infidélité, mais non, ils n'étaient pas liés à l'infidélité. Donc, il y a un sérieux problème, que ce soit
au niveau de nos leaders ou au niveau de nous-mêmes, l'Assemblée ou monsieur, madame, tout le monde. C'est un fait réel. Tout le monde peut être touché, que tu sois homme, femme, enfant. Ah oui, la question, est-ce que c'est parce que je ne prie pas assez ou est-ce que c'est parce que je manque de foi? Je pense que là, on peut s'entendre pour dire que ça n'a pas rapport là. Tu peux être quelqu'un qui prie, tu peux être quelqu'un qui a une grande foi. On a vu les hommes de Dieu, on a vu les pasteurs, on a vu... Puis, ils sont victimes quand même de dépression ou de problèmes de santé mentale. Et très souvent, je vais vous dire très souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que les ferventes femmes de Dieu là, qui passent leur temps dans la prière, là, c'est un refuge qu'ils ont dans la prière, mais ça ne veut pas dire que mentalement, ça ne veut pas dire qu'elles sont en santé. D'accord? Il ne faut pas se fier à quelqu'un que sa vie spirituelle va bien. Il ne faut pas se fier à ça. Parce que c'est une maladie sournoise que des fois on ne se rend pas compte parce qu'il y a des gens très bien, il y a des personnes qui vivent facilement la comédie. Tu sais, le sourire facile, là, je ne sais pas qui a chanté cette chanson qui dit « Je ris pour ne pas pleurer ». C'est pas Ginette Renaud, ça? En tout cas, il y a une phrase comme ça. « Je ris pour ne pas pleurer ». Très souvent, il y a des personnes super souriantes, super dynamiques, tout va bien dans leur vie, puis bang, t'entends qu'il y avait un problème, puis personne ne savait. Donc, il ne faut pas se fier à l'apparence. Des fois, arrêtons juste d'être superficiels. Tiens la personne, là, dis-lui, comment vas-tu? Oui, regarde-la dans les yeux. Comment vas-tu? Arrête de dire je vais bien, tout le monde va bien. Tout le monde va te dire je vais bien. Mais sur 10 personnes qui te disent je vais bien, il y en a 9 qui ne vont pas bien. Il y a un problème dans leur vie, il y a quelque chose. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous. Prends quelques secondes, dis à la personne, comment vas-tu? Parle-moi de toi. Des fois, juste avoir l'oreille attentive pour quelqu'un, ça peut sauver une vie. Sauver une vie. Donc, il faut vraiment lever le voile sur ce sujet pour en parler. Il faut éduquer le peuple. Donc, ça, c'est revenu dans mes questions. Sensibiliser. Et aussi savoir les outils disponibles. Il y a plein d'outils disponibles. Il faut s'informer, il faut éduquer le peuple. Il y a même des détections. Il y a une amie à moi qui a suivi une formation sur comment savoir quand quelqu'un est en détresse. Dans nos églises, il devrait avoir ce genre de formation. Qu'on puisse détecter un regard, un soupir, une respiration, une posture. Comment savoir quand une personne est en détresse? Ça, c'est très, très important. Comment venir en aide aux personnes atteintes? J'ai eu des réponses comme les rassurer, prier pour elles, voir un professionnel. J'étais surprise quand même que, ça c'est dans les pasteurs que j'ai envoyés, voir un professionnel, référer au médecin, au psychiatre, au psychologue, au coach, au travailleur social chrétien. Vous savez que maintenant, grâce à Dieu, on commence à avoir des intervenants. Et moi, je vais être honnête avec vous, dans mon temps, j'avais une psychologue chrétienne. Et ça a fait toute la différence pour moi. Vraiment, parce que là, je pouvais parler de ma colère que j'avais contre Dieu, je pouvais parler de toutes ces choses-là, puis elle était capable de m'enligner. Et ça, c'est important. C'est le temps qu'on commence à savoir qui sont dans les églises, qui sont travailleurs sociaux, qui sont psychologues, on doit savoir qui sont psychiatres dans le cadre chrétien. C'est important de savoir ces choses-là. Vous savez quoi? J'ai aussi comme réponse soutenir la famille. On ne pense pas à ça. On ne pense pas que vivre avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est lourd dans la maison. C'est très lourd. Donc, soutenir la famille, c'est quelque chose qui est important aussi. Mais comment venir en aide aux personnes atteintes, là? La première chose, c'est l'amour. La personne doit se sentir en sécurité pour se confier à vous. Si vous voyez des signes, rapprochez-vous de cette personne-là. Allez prendre un café. Ici au Québec, c'est très très facile d'aller prendre un café avec quelqu'un.
C'est très populaire. On va prendre un café. Et puis inviter la personne à parler. OK? On fait tout le temps ça. Lâchez votre Facebook, guys. Les gens sont en train de mourir et tout le monde est sur Facebook. Et puis sur Facebook, ça a l'air tellement intéressant. Hein? Les belles photos. Parce que si la photo n'est pas belle, on peut toute la... Hein? On met nos belles photos, on est toujours à notre meilleur. Puis dans le fond, ce qui se passe dans l'âme de la personne, c'est catastrophique. Allez prendre un café, lâchez Facebook 1 heure de votre vie. Faites quelque chose pour l'humanité. Vraiment, je commence à me questionner sur Facebook. Honnêtement, là, c'est utile, mais à quel prix? OK? Prochaine question. Quel est le rôle des pasteurs et des leaders spirituels? Voici les réponses que j'ai reçues. Puis ça, c'est des pasteurs. Hein? Donc, on parle d'encadrement, les aimer, prendre soin, sans jugement, référer au bon endroit, prier, entourer les familles. Très, très important. Les référer au bon endroit. Prier pour eux. Puis encadrez-les. Soyez sûrs qu'ils font ce qu'ils ont. Parce que vous savez quoi, les gens qui ont un problème de santé mentale, très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas leur médication. Je ne suis pas schizophrène, moi. C'est les autres qui sont fous. C'est pas moi. Fait que très souvent, ils ne prennent pas la médication. Ils ne veulent pas prendre leur médication pour la dépression. Ils ne veulent pas. Très souvent. Donc, il faut encadrer ces gens-là. Il faut s'assurer qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Ah, ça, c'était la question qui tue, les amis. Je suis tombée de ma chaise. Quelles sont les ressources disponibles dans vos églises? Bon, juste comme ça ici dans l'assemblée. Est-ce qu'il y en a dans votre église que vous avez des ressources disponibles pour la santé mentale? Levez la main, s'il vous plaît. 3. On est 3. Vous êtes 3 qui ont des ressources disponibles pour la santé mentale. C'est catastrophique. 15%. Ils ont une liste de professionnels qui réfèrent. C'est déjà bon, hein? Ils ont une liste. 15% ont des spécialistes dans l'église et quand ce n'est pas suffisant, ils envoient à l'extérieur. C'est pas même pas pire. 70%, rien, sauf la prière. Rien, sauf la prière. Puis ça, je ne parle pas à travers mon chapeau, c'est pas sur Internet, c'est ceux qui m'ont répondu. Ok, je l'ai fait personnellement, j'ai contacté des gens, j'ai envoyé des courriels, j'ai pris le temps de le faire. Donc, voici la réalité qu'on a présentement dans nos églises. Donc, l'éducation est urgente, la formation est urgente, il faut former, que ce soit les leaders, que ce soit le peuple. Il faut faire une formation. D'accord? Donc, des journées comme ça, là, des après-midi comme ça, doivent se répéter. Pensez-vous que la médication ou l'aide professionnelle est nécessaire pour un chrétien? Ouais, j'ai été quand même agréablement surprise. Ils ont tous dit oui. Donc, dans mon temps, quand j'ai eu ma dépression, je pense qu'il y avait 100% de pasteurs qui savaient même pas qu'il y avait de la médication, il y avait 0 ressources. Par contre, lorsque j'ai reçu les courriels de ces pasteurs ou des gens qui m'ont écrit, il y avait cette ouverture. Ils avaient tous cette ouverture. Ceux qui m'ont dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de ressources à mon église, puis c'était comme, il y avait comme, ouais, on se questionne là-dessus, là. Il y avait une réflexion qui voulait dire que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y en a une qui a écrit, je me demande comment faire pour avoir des ressources. Donc, ça a ouvert cette opportunité de dire qu'il faut se pencher sur le sujet. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir que ça a semé ce désir de mieux connaître la santé mentale et de voir qu'est-ce qu'on peut emmener dans nos églises pour aider les gens atteints de la santé mentale. D'accord? Et pour terminer, vous savez, il y a des petits versets comme ça qui donnent l'espoir. Dans 1 Thessaloniciens 5,14, ça dit « Parlez de façon consolante à ceux qui sont déprimés. Soutenez les faibles, soyez patients envers tous. » Parlez de façon consolante. C'est-tu pas beau ça, les amis? Hein?
Jérémie 29, 11, ça on le connaît tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Sachez que dans tout ça, que ça soit dépression, que ça soit dédoublement de personnalité, name it, Dieu a un projet de paix pour vous. Quel que soit ce qui arrive, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ça? Qu'est-ce que ce témoignage va apporter dans ma vie? Et à quoi il va servir pour ton royaume? À quoi il va servir pour ton royaume?